Bonjour. Un procédé, c'est une technique, hein, c'est un moyen utilisé, ou si vous voulez, une façon de procéder. Puis dans un texte informatif, on va utiliser toutes sortes de procédés pour présenter différents types de renseignements. Entre autres, pour présenter des explications. C'est ce qu'on va observer aujourd'hui, donc, des moyens, des procédés qui vont nous servir à présenter des explications, puis on va appeler ça des procédés explicatifs. Dans un texte informatif, on reconnaît facilement qu'on est devant une explication quand on est en présence d'expressions qui le disent clairement, comme cela s'explique par, on voit bien qu'on s'apprête à donner une explication, ou c'est à cause de, parce que, puisque, ou vu que. Avec des expressions comme celle-là, on voit bien qu'on s'apprête à expliquer, dans bien des cas ici, il s'agit de la cause de quelque chose. On pourrait peut-être aussi utiliser une expression comme cela signifie, c'est-à-dire, autrement dit, dans le sens de, à ce moment-là, on s'apprête plutôt à donner une explication qui va préciser la signification d'un terme. Par exemple, dans la phrase suivante, une fois l'immeuble démoli, on va y aménager une place, c'est-à-dire un espace public. Donc là, ici, on a donné une clarification à propos du sens du mot place. Mais on n'utilise pas toujours des mots comme ceux-là pour nous présenter une explication. Il existe d'autres moyens aussi. Nos fameux procédés explicatifs, que nous allons observer maintenant, vous remarquerez que ça implique toujours l'utilisation de la ponctuation. C'est pourquoi, dans cette capsule, on va porter une attention particulière à certains signes de ponctuation qui vont nous servir d'indices pour reconnaître la présence de différents procédés explicatifs. Et ce, pour la bonne raison que certains signes de ponctuation équivalent, ni plus ni moins, à des connecteurs comme parce que, ou puisque, ou c'est-à-dire, etc. Voyons ça. D'abord, commençons par une forme de ponctuation très visible, les parenthèses. Ici, on reprend l'exemple de la capsule précédente. Des policiers montent la garde devant le 24 Sussex Drive, entre parenthèses, la résidence du premier ministre du Canada. Dans cette phrase-là, les parenthèses jouent à peu près le rôle du connecteur c'est-à-dire, du marqueur de relation c'est-à-dire. Les parenthèses nous offrent la possibilité donc d'insérer des explications dans une phrase. Bien sûr, les parenthèses pourraient nous permettre d'insérer autre chose que des explications, un petit commentaire personnel par exemple. Mais là, présentement, comme on s'intéresse au procédé explicatif, les parenthèses, c'est un moyen d'insérer une explication. Voyons l'exemple suivant. Les wagons du métro, qui datent d'une quarantaine d'années, devront être remplacés. Cette fois-ci, les parenthèses jouent le rôle du connecteur vu qu'il date d'une quarantaine d'années, ou on pourrait dire puisqu'il date d'une quarantaine d'années. Finalement, une petite remarque à propos des parenthèses, c'est que les tirets peuvent jouer grosso modo le même rôle que les parenthèses. On voit bien dans cet exemple-là que d'écrire la phrase avec des parenthèses ou de l'écrire avec des tirets, c'est à peu près la même chose. Il existe un autre procédé qui est un peu une variante des parenthèses qu'on appelle l'apposition. C'est pas mal le même principe, mais cette fois-ci, ce sont des virgules plutôt que des parenthèses qui encadrent l'explication qu'on va insérer. Chantal Petitclerc, la grande dame de la course en fauteuil roulant, sera là. Donc ici, on voit que c'est encadré plutôt par des virgules. Puis ce qui est entre virgules, au fond, ça aurait pu être entre parenthèses aussi. Maintenant, une autre caractéristique qui distingue l'apposition de l'utilisation des parenthèses, c'est que ça représente toujours une explication de type Gn égale Gn. C'est-à-dire que ici, Chantal Petitclerc, ça représente un groupe nominal. Et puis, la grande dame de la course en fauteuil roulant, ça aussi, ça représente un groupe nominal. Et puis, ces deux groupes nominaux-là représentent
la même chose. Ici, en fait, ça représente la même personne. Bon, là, peut-être que les plus savants d'entre vous vont tiquer un peu parce que j'ai pas tout dit à propos de l'apposition. C'est vrai qu'il existe une autre façon de faire l'apposition, mais moi, celle sur laquelle je veux insister, c'est l'apposition qu'on voit là, qui se présente entre deux virgules. On l'a vu dans la capsule précédente, qui parlait des différents types de renseignements, les deux points peuvent présenter une explication en servant d'équivalent au connecteur parce que, ou c'est-à-dire, la mine de cuivre est fermée, le gisement était épuisé. Bon, ici, on a les deux points. Puis ces deux points-là, qu'est-ce qu'ils expriment? Ben, ils servent ni plus ni moins d'équivalent à parce que. La mine de cuivre est fermée parce que le gisement était épuisé. Un autre exemple, il fait froid sur Mars, la température moyenne est de 63 degrés sous zéro. Voilà nos deux points ici. Et puis, qu'est-ce qu'ils expriment, ces deux points? Bien, c'est à peu près l'équivalent du signe égal ou du connecteur, c'est-à-dire, il fait froid sur Mars, c'est-à-dire que la température moyenne est de 63 degrés sous zéro. Mais un autre rôle que peuvent jouer les deux points, c'est d'introduire une citation. Si on fait parler un expert, par exemple, qui nous donne une explication, ben à ce moment-là, la citation nous sert de procédé explicatif. Par exemple, notre expert précise, dans l'ensemble, les voitures japonaises sont mieux construites. C'est pour ça qu'elles se vendent plus que les autres. Bon, là, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec notre expert, mais là n'est pas la question présentement. C'est qu'on a ici une explication qui est présentée par des paroles rapportées directement. On a notre verbe de parole, préciser, le verbe préciser, les deux points, les guillemets, bref, tout ce qu'il nous faut pour une citation. Puis, cette citation-là, ben, elle nous donne une explication. La citation peut aussi être introduite au moyen d'une incise. Dans le deuxième exemple, on a ici notre verbe de parole, le verbe précisé. Le sujet est inversé, c'est-à-dire qu'il est placé après le verbe. Puis l'incise est placée entre deux virgules. Donc, la citation, qu'elle soit introduite ou non par une incise, représente un procédé explicatif. Puis l'incise, elle, identifie de qui sont ces paroles. Finalement, on peut aussi rapporter des paroles en utilisant le discours indirect, ou si vous préférez, en utilisant le style indirect. Encore une fois, on a ici notre incise pour nous signaler qu'il s'agit de paroles rapportées. Eh bien voilà. Dans un moment, on va aller observer notre texte informatif, on va y reconnaître les procédés qu'on vient d'identifier. Mais juste avant ça, j'ai une petite remarque pour vous. Si vous vous rendez compte que vous auriez besoin d'un peu plus de renseignements au sujet des citations, du discours direct, indirect, ben je vous rappelle qu'on a une capsule qui est justement consacrée à ce sujet-là. Notez donc ça quelque part, peut-être dans la marge de votre document d'accompagnement, par exemple. Ça s'appelle le discours rapporté. Vous irez voir ça. Maintenant, vous allez prendre votre version imprimée de Pinocchio dans le scanner. Puis, je vais vous demander de lire le deuxième paragraphe, celui qui commence par au deuxième étage. Donc, prenez un instant, lisez le paragraphe, puis profitez-en donc pour voir si vous reconnaissez des procédés explicatifs. Vous avez sans doute remarqué que dès la première ligne du paragraphe, l'auteur, Noémie Mercier, se sert de parenthèse. Ici,
pour apporter un éclaircissement. C'est comme si elle s'assurait que pour nous, lecteurs, SQ signifie bel et bien Sûreté du Québec. Ça va lui permettre d'utiliser le sigle SQ plus loin dans le texte en étant certaine que c'est bien clair pour nous. J'imagine que vous avez déjà remarqué ça dans des textes d'information. Habituellement, l'auteur fait ça la première fois qu'il utilise un sigle. Maintenant, dans le même paragraphe, il y avait une incise. Trouvez-la, transcrivez-la sur le document d'accompagnement, puis répondez aux questions du numéro 6. L'incise se trouve à l'avant-dernière ligne du paragraphe, dit le policier amusé. D'abord, bien entendu, ça signifie que c'est le policier spécialiste qui parle, le polygraphiste. Puis, la citation, entre guillemets, nous explique un peu comment le policier a lu ce qui apparaissait sur le polygraphe. Il parle de la petite encoche sur la ligne de respiration lorsque Noémie Mercier a arrêté de respirer un court instant. Maintenant, je vais vous demander de lire le paragraphe suivant. Vous allez trouver là-dedans encore une fois des parenthèses, puis aussi une apposition. Donc, transcrivez-les sur votre document d'accompagnement, puis répondez aux questions du numéro 7. Cette fois-ci encore, c'est au tout début du paragraphe qu'on a nos parenthèses. Ici, les parenthèses expliquent qui était William Moulton Marston. La position, on la trouve à la fin du paragraphe. Elle met en jeu deux groupes nominaux. Le GN, le tristement célèbre assassin du jeune Alexandre Livernoche, et puis l'autre plus petit groupe nominal, Mario Bastien. Les deux groupes nominaux en question représentent la même chose, la même personne ici, puis on s'est servi de virgules. C'est donc une apposition. On voit bien dans ce paragraphe-là que les parenthèses puis l'apposition peuvent parfois jouer un rôle assez semblable, du moins en ce qui a trait à l'information. Pour terminer, je vais vous demander de lire l'avant-dernier paragraphe qui est tout petit. Vous allez constater que l'auteur utilise les deux points. Et la question qu'on doit se poser, c'est quelle explication ces deux points introduisent-ils? Dans ce cas-ci, on peut voir que les deux points sont utilisés en combinaison avec le présentatif voilà. C'est le procédé que l'auteur a utilisé pour introduire l'explication au sujet du fameux problème du polygraphe, c'est-à-dire que c'est pas le mensonge, mais l'anxiété qui est détectée. Et voilà,